Bonjour, bienvenue dans cette capsule qui porte sur le marché. En fait, le prochain volet portera sur le marché. On y verra alors trois segments. Il y aura trois volets qui seront présentés au cours des prochaines semaines. En fait, aujourd'hui, d'abord, le comportement des consommateurs, ce qu'on appelle également la demande. Suivra une leçon qui portera sur l'offre, le comportement des entreprises. Et par la suite, évidemment, on mettra les deux acteurs, les deux agents économiques dans le même modèle pour constituer le marché à part entière et voir les situations d'équilibre et de déséquilibre. Pour la présente séance, alors, les objectifs de la leçon sont les suivants. D'abord, identifier les déterminants de la demande, c'est-à-dire les facteurs qui sont d'intérêt pour les consommateurs, donc qui influencent son choix de consommer ou non sur les marchés. Également, faire la distinction entre la demande et la quantité demandée. En fait, ici, il est question de faire la différence, la nuance entre la cause et l'effet donc du comportement des consommateurs sur un marché pour, ultimement, puisqu'on utilisera un modèle représenté graphiquement. Donc, c'est un modèle graphique qu'on utilisera au cours des prochaines semaines, le comportement des consommateurs qui est représenté par une droite, une courbe de demande donc sur le marché. Alors, on y va dans un premier temps. Alors, on va définir le comportement des consommateurs, notre rôle plus traditionnel, plus commun des êtres humains, en fait. Alors, on ira dans un premier temps en définissant la demande. Donc, on définit la demande ainsi, ensemble des quantités de biens et services que les consommateurs sont disposés à se procurer à différents niveaux de prix. En fait, il s'agit d'une liste de prix auxquels on associe diverses quantités demandées. Alors, comment se représenter le comportement des consommateurs? Les économistes utilisent un concept qu'on nomme barème de la demande. En fait, on retrouve ici une liste de prix auxquels est associée pour chacun des prix une liste de quantités demandées. Donc, c'est ce qui constitue la demande. Alors, ça peut ressembler à la figure que vous voyez apparaître à l'écran. Donc, on voit alors ici la demande pour un produit, donc dans le cas présent, l'essence, qu'on peut substituer par d'autres produits, tant au niveau des loisirs, par exemple, un spectacle, une soirée spectacle rock, de musique, etc. Alors, on voit une liste de prix que vous voyez ici à l'écran. Et pour chacun des prix est associée une quantité demandée précise. Donc, l'ensemble des prix et des diverses quantités demandées constitue la demande, c'est-à-dire l'intérêt des consommateurs pour un produit très spécifique. Graphiquement, donc, on verra dans quelques minutes ce à quoi ça peut ressembler. Mais d'abord, donc, on voit dans le jargon économiste le terme demande. Déjà, on a à l'écran le terme quantité demandée. Alors, il y a une différence, il y a une nuance entre les deux. La quantité demandée, en fait, c'est la quantité spécifiquement que l'on retrouve à un prix très précis, à un prix donné. Donc, c'est en quelque sorte la quantité, le chiffre qui apparaît à un prix très spécifique. Alors que, pour faire encore une fois, pour bien distinguer les deux concepts, alors que la demande, c'est l'ensemble des diverses quantités demandées. Donc, techniquement, on y voit déjà là une première distinction. Ensuite, loi économique connue, donc de tous ou presque, donc sans notion économique préliminaire. Alors, c'est un réflexe que l'on connaît chez l'être humain. Alors, il y a une relation inverse à l'égard du prix, donc c'est ce qu'on nomme la loi de la demande, donc relation inverse entre le prix et la quantité demandée. Alors évidemment, lorsque le prix d'un produit augmente, les consommateurs ont tendance à en consommer une plus grande quantité, donc on dit alors baisse de la quantité demandée et vice-versa. Donc, ce qui est rationnel de croire puisque les consommateurs recherchent généralement le meilleur rapport qualité-prix. Donc, pour des produits de même qualité, une hausse de prix aura un effet négatif sur le comportement des consommateurs et contrairement à une baisse de prix qui attirerait une plus hausse de la quantité demandée par notamment l'effet revenu que ça procure chez les consommateurs qui, disons-le, disposent en quelque sorte d'un budget, donc de moyens financiers limités. C'est ce qui explique en bonne partie la loi de la demande. Alors, graphiquement, ça ressemble à ceci. Donc, notre modèle, vous l'aurez compris, retient
essentiellement la variable prix. Donc, le prix est le facteur, le déterminant le plus significatif aux yeux des consommateurs, raison pour laquelle on retrouve dans notre modèle le prix. Et on a vu tout au long de la définition, par ailleurs, que le concept de quantité est très présent dans notre modèle. Donc, c'est exactement les données que retient le modèle, le prix en fonction des quantités. Et une relation inverse, alors, aura l'allure que vous voyez au tableau. Donc, voilà à quoi ressemble une courbe de demande qui correspond en tout point à la relation inverse prix et quantité demandée. Donc, en résumé, le prix est le facteur déterminant numéro 1 dans le comportement des consommateurs. Tellement important que c'est la variable que nous avons retenue dans notre modèle utilisé, le modèle d'offre et de demande, donc concept d'offre que nous verrons éventuellement. Allons plus loin maintenant. Alors, évidemment, le concept, le prix est le facteur déterminant, mais on doit considérer également qu'il y a d'autres paramètres, d'autres variables qui peuvent influencer le comportement des consommateurs. C'est ce qu'on nommera ici des déterminants hors prix. Et à ce titre, le déterminant, un des facteurs, des nombreux facteurs, puisqu'il y en a quelques-uns tout de même, principal sera les revenus des consommateurs. Et normalement, pour un bien normal, vous l'aurez deviné, alors lorsque les revenus des ménages augmentent, la consommation augmente, donc on a tendance à croire qu'il y a une corrélation positive entre le revenu et le niveau de consommation des ménages. Et pour certains biens tout particulièrement, bien que ça puisse paraître contre-intuitif, lorsque le prix, pour certains types de produits, lorsqu'on observe une hausse des revenus des ménages, paradoxalement, on peut constater parfois une baisse de la quantité demandée de certains produits. C'est ce qu'on nomme des biens inférieurs. À ce titre, on peut mentionner, par exemple, le pain, le riz. Ce sont des produits qu'on nomme inférieurs, puisque généralement, lorsque les revenus des ménages augmentent, ces derniers auront tendance à en consommer moins et les remplacer par d'autres produits substituts. Donc, c'est ce qui nous permet de conclure qu'il existe certains biens inférieurs, donc où la relation est étonnamment inverse par rapport aux revenus des ménages. Alors, pour revenir aux revenus, nous allons également utiliser le concept de revenu disponible. Donc, vous l'aurez deviné évidemment, à partir de notre revenu global, il y en a une partie évidemment qui sera en quelque sorte utilisée à des fins publiques, donc communément appelée l'impôt. Donc, on connaît la perception des gouvernements sur notre revenu personnel. Donc, de là découle notre revenu disponible, puisque l'État s'accapare d'une certaine partie. Et à partir de nos revenus disponibles, donc, on aura compris que les ménages ont l'opportunité de consommer et ou d'épargner, évidemment. Donc, et à ce titre, les taux d'intérêt auront une influence importante sur la propension à consommer des ménages et inversement sur leur propension à économiser. Donc, c'est ce qu'on nomme propension marginale à consommer par rapport à la propension marginale à épargner. Donc, un taux d'intérêt élevé aura comme effet donc d'intéresser les consommateurs, d'inciter les consommateurs à épargner davantage. Toutefois, serait un désincitatif à l'emprunt. Donc, on voit là l'effet positif sur l'épargne. Toutefois, un effet négatif sur la propension à consommer et vice-versa. Vous l'aurez compris. Voilà pour le revenu. Donc, il y a un facteur également qui est un peu, disons, moins rationnel, moins économique, puisque, à prime abord, les économistes, on considère l'être humain comme un être rationnel qui se comporte de manière raisonnée, raisonnable. Toutefois, vous l'aurez compris, il y a des situations où l'être humain est plutôt émotif, par exemple. Alors, dans ces conditions, les goûts, donc, sont un facteur déterminant. Alors, évidemment, l'économiste n'est pas en mesure, je vous dirais, de prendre part à des discussions du type que certaines personnes préfèrent la margarine au beurre, par exemple, ou vice-versa, ou certains préfèrent des bouteilles d'eau embouteillées plutôt que de l'eau potable, donc municipale. Alors, à ce titre-là, les goûts sont un facteur déterminant.
au-delà du prix d'un produit. Alors, certaines personnes ont des goûts particuliers. Puis, en ce sens, vous comprendrez que la publicité peut avoir, à certains égards, une certaine influence sur le comportement des consommateurs. À tort ou à raison, parfois la publicité peut être tout à fait juste. Donc, prenons le cas des cigarettes, donc on a connu qui étaient plutôt populaires dans les années 60, 70, avec évidemment la publicité tout à fait juste sur les méfaits de la cigarette. Donc, la consommation a diminué, alors que pour d'autres produits, ça a été plutôt l'effet inverse. Une publicité positive peut inciter, donc, amener des changements de comportement chez les consommateurs. À tort ou à raison, parfois, les arguments sont plus ou moins réels, les effets sont plus ou moins réels. Toutefois, les consommateurs peuvent estimer, eux, peuvent percevoir une différence de qualité, par exemple, et ainsi, donc, opter pour différents produits. À ce titre, la mode, vous l'aurez compris, est un facteur déterminant. Donc, certaines personnes, évidemment, vont consommer des produits, disons, au goût du jour. Okay? Donc, sans vraiment que ça corresponde à la prémisse que nous avions émis tantôt, c'est-à-dire un produit qui représente le meilleur rapport qualité-prix. Poursuivons en ce sens avec d'autres déterminants du comportement des consommateurs, notamment le prix de sur certains marchés apparentés. Quand on parle de marchés apparentés, entre autres, le prix de produits substituts. Donc, qu'est-ce qu'on entend par un produit substitut? Ce sont des produits qui répondent, grosso modo, aux mêmes besoins. Donc, en termes économiques, on utilise parfois le vocabulaire substitut de production, donc des produits homogènes. Okay? On doit quand même relativiser, disons, des produits qui répondent aux mêmes besoins. À ce titre, le porc et le bœuf sont des produits, donc de la viande en quelque sorte, qui répondent aux besoins de consommer des protéines, donc pourraient être considérés comme étant des produits substituts. Si on pouvait également aller en ce sens, on pourrait extrapoler également le transport en commun pourrait être un substitut à l'automobile, bien que certains diront qu'il y a une certaine différence au niveau de l'homogénéité, de la qualité du produit. Oui, il est probablement vrai. Toutefois, nous, comme économistes, on considère que ce sont deux produits substituts puisque l'usage de l'un, évidemment, conduit à ce qu'on ne puisse utiliser l'autre. Alors, l'usage d'un élimine l'usage de l'autre. Ce sont des substituts en quelque sorte. À ce titre, les pommes, par exemple, une baisse du prix des pommes attirera davantage de consommateurs sur ce marché au détriment de l'ensemble des autres fruits, par exemple. On convient alors que ce sont deux produits substituts. Par ailleurs, il existe des produits qui ont un lien entre eux. On parle de liens complémentaires, c'est-à-dire que l'usage de l'un implique nécessairement l'usage de l'autre. Donc, ce sont des biens qui sont utilisés en même temps, qui sont conjoints en quelque sorte. Un exemple classique, c'est l'auto et l'essence. Il va sans dire, plus récent, d'actualité, l'usage de la téléphonie mobile. Donc, évidemment, l'appareil lui-même n'est de peu d'utilité s'il n'est accompagné d'un abonnement mensuel ou annuel, etc. Alors, le téléphone intelligent et le forfait de téléphonie mobile est un exemple des plus actuels et va sans dire. Enfin, donc, un autre facteur qui constitue les anticipations ici. Donc, les consommateurs peuvent avoir, à tort ou à raison, peuvent envisager des changements sur le marché ou à d'autres égards dans leur vie personnelle. Donc, à cet effet-là, une hausse des revenus ou une baisse des revenus anticipés. Donc, les ménages qui envisageraient ou des consommateurs qui envisageraient une hausse future de leurs revenus pourraient, même dans l'immédiat, modifier leur comportement sur divers marchés. Je pense à des futurs diplômés, par exemple, qui savent qu'éventuellement, au cours des prochaines semaines, prochains mois, verront leurs revenus augmenter de manière significative, pourraient, à la limite, d'ores et déjà commencer à modifier leur comportement. À l'inverse, de futurs retraités pourraient commencer, si on veut, à modifier leur comportement en quelque sorte, sachant qu'éventuellement, une baisse de revenus significative les touchera. Enfin, la population en nombre
et selon certaines caractéristiques démographiques bien connues. Donc, mais le nombre, principalement, il va sans dire. Quoique, hein, donc, un phénomène qu'on connaît actuellement, c'est un certain vieillissement de la population, donc la démographie, non seulement le nombre, mais disons, les caractéristiques particulières de la population peuvent être des facteurs d'importance. Mais encore une fois, au risque de me répéter, le nombre d'abord. Un exemple récent dans la province de Québec, c'est le fait de vouloir une équipe de hockey professionnel dans la région de Québec, dans la capitale nationale. Et il semble qu'on n'ait pas la même définition du nombre si on est dans des gens qui habitent la capitale nationale par rapport aux dirigeants de la Ligue nationale. Donc, les dirigeants semblent estimer que le nombre, la population donc de la capitale nationale et de ses environs ne suffit pas à faire vivre une équipe de hockey professionnel. Donc, on comprendra que le nombre est un facteur déterminant ici. Pour les mêmes raisons, il n'y a assurément pas d'équipe de la NFL dans une localité de 1200 ou 1500 habitants, puisque, évidemment, le nombre est insuffisant pour répondre donc à la demande. Alors, vous l'aurez compris, le nombre est une caractéristique importante de la demande pour un produit. OK? Alors, voilà. En terminant, un des objectifs de la présentation actuelle était de distinguer la demande de la quantité demandée, okay, pour bien voir la cause et l'effet en quelque sorte. Alors, ce que vous voyez à l'écran maintenant, c'est un changement de la quantité demandée qui s'est produite suite à un changement de prix. En l'occurrence, dans l'exemple que nous avons sous les yeux, on voit une baisse de prix, donc de P1 à P2. Les consommateurs, donc de manière intuitive, on pourrait dire que les consommateurs consomment davantage. Alors, en termes économiques, on présente plutôt la chose de la manière suivante, une hausse de la quantité demandée. Et on voit que graphiquement, c'est un déplacement le long de la courbe de la demande. Donc, visuellement, graphiquement, c'est l'effet qu'on voit en termes de changement de la quantité demandée qui découle, je le répète, d'un changement de prix. Ce qu'on a à l'écran, alors, une hausse de la quantité demandée. Alors que, d'autre part, on sait très bien qu'il y a d'autres facteurs autres que le prix qui influencent les consommateurs, comme vous venons de voir, ce que nous avons appelé les déterminants hors prix. Dans ces conditions, lorsqu'il se produit un changement chez ces déterminants hors prix, nous devons proposer, amener dans notre modèle une nouvelle droite de demande ou une courbe de demande, ce qui signifie qu'on doit tracer une nouvelle droite complètement, donc par une hausse, ce qu'on voit à l'écran actuellement, alors qu'on voit la courbe D2 représente une hausse de la demande, alors que la courbe D1 nous démontre une baisse de la demande. Ces changements de la demande sont le fruit d'un changement au sein des divers déterminants hors prix. En terminant, je vous rappelle qu'il y aura une deuxième séance sur le marché où on analysera alors le comportement des entreprises par l'offre et ultimement un troisième volet au présent segment qui portera sur l'équilibre de marché alors qu'on mettra en présence et les consommateurs et les entreprises pour analyser globalement les variations, les comportements des agents économiques sur un marché.